Bonjour à toutes et à tous, merci de nous avoir rejoints pour ces chroniques Melsion pour l'entrepreneur tous les vendredis 10h30 en direct. Nous essayons de partager avec vous des idées qui nous semblent importantes, intéressantes à intégrer dans votre réflexion du week-end. Mais vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux et sur notre chaîne YouTube. Et là, vous pouvez consommer ces chroniques comme vous le souhaitez, en podcast, en faisant du vélo ou bien simplement en prenant quelques minutes pour réfléchir. Hop, on va parler de la question de la transmission d'entreprise. Et oui, c'est important de transmettre son entreprise, mais dans la transmission, il y a deux façons de le faire. Et l'une de ces façons, c'est donc de faire une transmission qui soit dite monastique. Alors donc l'idée est très simple, c'est quand on veut céder son entreprise, souvent c'est pas ce que veut l'entrepreneur, il veut pas céder. Ce qu'il veut, c'est il veut euh, il veut transmettre. Il veut que son entreprise lui survive. Donc la question simple, c'est pourquoi est-ce qu'il y a des entreprises qui disparaissent avec leur fondateur et pourquoi d'autres vont survivre 200, 500, 1000 ans? Et la réponse vient quand on étudie les survivantes, celles qui ont, comme Beretta, une existence de 500 ans. Ou comme Lombardodier, qui ont été fondés en 1600, en 1796, donc ça commence à faire plus de 200 ans, bientôt 250. Et on a même une association qui réunit les entreprises familiales bicentenaires. Donc quand on les étudie, on voit qu'il y a deux voies possibles, pas seulement une. Donc il va falloir trouver, si on veut aller dans la voie dynastique, trouver, former un héritier, ou si on veut aller dans la voie monastique, c'est-à-dire rendre l'entreprise capable de vivre par elle-même, sans son fondateur. Donc sur la voie dynastique, tout le monde pense que c'est juste une question simple, alors qu'en fait il y a trois questions à régler. La question 1, c'est qui est celui ou celle qui va être digne de reprendre. Donc, l'idée souvent initiale, c'est la primogéniture mâle. Hein, on va confier les rênes à l'aîné des garçons. Bon, bah, ça restreint quand même pas mal les choses. D'abord parce que ça peut être le petit dernier, ensuite parce que ça peut être la petite dernière. Donc, on a un premier devoir qui est d'élargir. Et puis ensuite, euh, on n'est pas obligé d'aller chercher dans sa famille directe. On peut aller chercher chez les neveux, nièces, on peut aller chercher chez les cousins, cousines. Il y a en fait finalement tout un ensemble qui nous est lié par le sang, l'éducation, les valeurs, et qui peut nous permettre de trouver euh, celui qui va réussir à reprendre le bâton. Dans le cas de la famille Mullier, c'est pas un fils de Gérard, mais c'est un cousin qui a repris les affaires. Et pour avoir discuté à l'époque avec des, euh, des, des membres de la famille, ils ont vraiment vécu ça comme une comment dire, euh, une vraie bénédiction. Ils étaient tellement contents d'avoir trouvé l'un des leurs qui est la carrure pour prendre la suite. Alors la question 2, c'est comment on va former cet héritier? Et souvent, la tentation, c'est de le garder près de soi. On met l'héritier dans notre bureau et puis on va lui montrer comment on fait. Alors la difficulté, c'est que certes, il va être au courant de tout, certes, il va comprendre exactement comment on a décidé quoi, mais ça va pas l'aider à être un entrepreneur, ça va pas l'aider à euh, décider, faire ses choix, ça va pas le préparer à la suite. Donc la recommandation, c'est plutôt de trouver soit une filiale lointaine,
soit de le laisser lancer par lui-même un produit qui va être autonome. Bref, c'est de le mettre dans une situation de responsabilité qui va permettre à tout le monde de voir ce qu'il a fait, mais aussi de permettre à lui de réaliser ce qui marche pas, ce qu'il doit ou pas faire, etc. D'apprendre. Un de nos clients disait, en fait, il faut qu'il ait eu l'occasion de taper dans la tôle. Mais c'est vraiment au sens complet, c'est-à-dire que souvent, on voit des héritiers qui sont envoyés dans des postes horizontaux, la direction financière, la direction logistique. Et effectivement, dans ces postes, il va être au contact avec tout le monde. Effectivement, dans ces postes, il va être en bonne compréhension, en négociation avec les uns les autres, etc. Mais il ne va pas être confronté au réel. Il va pouvoir se rester sur l'écume des choses. La troisième question, dans le cas de cette succession dynastique, c'est la place des autres héritiers. Parce qu'on a décidé, on a désigné un successeur, mais quel rôle on va donner aux autres membres de la famille? Et là, si vous faites pas ça, vous avez les conflits, indivisions, jalousies qui vont apparaître. Donc, vous allez échouer dans votre but qui est de transmettre l'entreprise. Si on regarde le cas Mullier, l'association familiale Mullier regroupe l'ensemble des actionnaires et ils ont mis en place un certain nombre de règles, dont notamment l'idée que tout est dans l'AFM et l'AFM est dans tout. Donc à chaque fois qu'on crée une boîte à côté, l'AFM vient vous aider et met des billes et du coup on vous laisse le faire, on vous encourage à le faire et on vous encourage à travailler tous ensemble. Dans cette association, il y a 7 à 8 personnes qui travaillent à plein temps sur la partie affectio societatis, c'est-à-dire on fait travailler ensemble tous les membres de l'association, on, euh, on fait en sorte que, ils se sentent partie prenante. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a 2 assemblées générales par an, qu'on travaille sur des cycles de vision à 7 ans tous ensemble, mais aussi on fait de la formation pour les différents postes, on leur propose à chacun des postes d'administrateur ou plus selon leurs envies. Donc il y a vraiment une volonté de l'actionnaire. Alors c'est pas exactement l'association familiale, mais c'est quand même l'association est celle qui coordonne tout ça, de donner à chacun des membres de la famille un rôle à proportion de son envie et et de ses capacités. Et aujourd'hui, on est à plus de 700 copropriétaires pour une boîte qui vaut 25 milliards. Alors maintenant, la difficulté avec ce système, c'est que on est avec un héritier. Donc on a fait finalement que repousser le problème de notre transmission, puisque on était en train de dire, moi je veux plus que la boîte dépende de moi, mais on a fait que transférer le problème sur un autre. Dans le cas de Michelin, euh, Édouard, qui était l'héritier formé, euh, va disparaître tragiquement dans un accident de pêche en mai 2006 au large de Brest. Il avait été formé longuement, il avait été envoyé à plusieurs reprises, donc il était centralien, il avait été envoyé à plusieurs reprises dans l'usine sous un nom d'emprunt, il avait été en charge d'une partie du business aux États-Unis, sous la houlette de Carlos Ghosn qu'il avait formé. Enfin, et il était déjà depuis 7 ans le PDG. Donc il y avait euh, une espérance et une joie extraordinaire chez les Michelin de voir que ça y est, on a réussi à nouveau à passer le relais à une nouvelle génération. Donc, personne n'était disponible, personne n'était préparé, personne n'était en réserve. Et on a dû aller chercher Michel Rollier, qui est hors de la famille, mais qui était quand même un allié. Euh,
Et depuis, on n'a plus de dirigeants familiaux. Alors, j'imagine, et je ne suis pas dans les petits papiers, qu'il y a un travail qui est de préparer la génération d'après, mais ça montre un petit peu un des sujets de cette forme de transmission dynastique. Du coup, regardons l'autre solution, la voie monastique. On va pas chercher l'aîné des garçons, on va essayer de voir comment des monastères ont pu exister depuis 15 siècles. C'est-à-dire que dans l'abbaye, si l'abbé meurt, ça change rien en fait. Et voire même s'il est mauvais, l'institution subsiste. Hein, au fil des 15 siècles des bénédictins, on peut se dire qu'il y a eu un certain nombre d'abbés médiocres et que malgré tout, les bénédictins sont toujours là. Et Saint Benoît n'avait pas désigné un successeur. Il avait écrit une règle, écrit une méthodo, une façon de travailler. Donc c'est un texte court, pratique, qui décrit en fait ce qu'on doit faire, le rôle de chacun, la façon de prendre les décisions, et les missions. Donc si vous voulez aller dans cette direction, il va falloir d'abord écrire votre règle. C'est les statuts, les pactes d'actionnaires, mais surtout des processus opérationnels. Et c'est aussi des chartes de valeurs et des notions de gouvernance. La question, en fait, c'est comment est-ce que ça se passe quand vous n'êtes plus dans la pièce? Comment est-ce que les décisions vont être prises en votre absence? Vous avez un cas d'une entreprise qui est familiale en apparence, mais qui en fait, plus elle avance et plus elle est une succession monastique, c'est Toyota. Donc Toyota produit autant de voitures que Volkswagen, mais a un profit 3 fois plus élevé. C'est embarrassant. Euh, et c'est une méthode de travail, une méthode de fonctionnement très documentée, avec des petites équipes de 5 personnes qui se coordonnent entre eux et qui vont communiquer avec toutes les autres équipes, échanger, avancer. Il y a donc une forme de fonctionnement automatique. Je veux dire par automatique, dans le fait qu'on n'a pas besoin de référer à une hiérarchie pour que tout ça s'applique. Ça s'applique par, euh, par la règle. Et cette règle, elle survit quel que soit le PDG. Alors, l'autre point de cette transmission monastique, c'est que vous allez devoir euh, mettre en place des éléments de transcendance. C'est-à-dire que la règle, si elle n'est pas destinée à quelque chose qui nous dépasse, devient de la bureaucratie. Et finalement, la bureaucratie qui nous étouffe actuellement, elle est principalement là parce que les fonctionnaires n'ont plus conscience de la mission et de la raison pour laquelle ils sont dans cette mission. Donc, dans le cas de Saint-Benoît, il y a cette fameuse règle qui dit rien n'est supérieur au Christ, à l'amour du Christ, pardon. Euh, bon, bah, c'est ce qu'on se dit à chaque fois qu'on va prendre une décision, mais dans votre entreprise, il faut que le pourquoi soit clair aux yeux de tous et que ça dépasse et les hommes et le temps. Donc c'est très intéressant de se dire que quand on rentre dans une réunion chez les Bénédictins, on commence par se dire, avant de prendre notre décision, je vous rappelle qu'on est là pour mettre en avant l'amour du Christ. Bah, c'est autre chose
que d'entrer dans une réunion où chacun des participants est en train de se dire, alors il faut que j'obtienne dans cette réunion que ce soit nous qui fassions le truc et pas les autres parce que sinon nous on va rien avoir à faire ou parce que sinon on va galérer pour remplir notre budget ou je ne sais quoi. En fait, on doit se rappeler tous qu'on est dans cette réunion pour faire avancer ensemble la, la, le pourquoi profond de l'entreprise. Et ça nous ramène, bien entendu, à ce rôle de chaman que l'entrepreneur doit assumer. Je vous rappelle que l'entrepreneur, il a en tant que leader trois grandes fonctions, hein. Il est le chef des chasseurs, il est le maître de justice et il est le chaman. Donc le chasseur, c'est celui qui ramène l'argent. S'il n'y a pas de chiffre d'affaires, on voit que l'entrepreneur a failli. Le maître de justice, c'est le juge, c'est celui qui prend la décision et il prend cette décision de manière équitable. Il n'est pas en train de favoriser les uns ou les autres, il est en train d'appliquer les lois de l'entreprise. Et le chaman est celui qui vient expliquer à tous pourquoi tout ce qui nous arrive est normal et pourquoi on doit avancer dans le sens qui est le nôtre. Donc le chaman, il lit le futur, il va expliquer l'inexplicable. Si vous avez un exemple, ben, Steve Jobs, quand il a commencé à parler de l'iPhone, il a dit je le sais, je le sens, c'est notre avenir. Et il avait raison, mais il l'a probablement dit trois ou quatre fois avant dans d'autres produits qui n'ont pas fonctionné. Donc c'est une fonction qui est dans notre monde d'aujourd'hui difficile à transmettre. Mais il faut l'inscrire en long et en large dans les règles. Il faut qu'il soit bien clair aux yeux de tous les membres de ce groupe que la fonction de l'entreprise est autre chose que de faire du profit. Le dernier point pour la transmission monastique, c'est que vous devez devenir inutile. Si vous avez une entreprise qui repose sur vous, bah oui, c'est super, vous avez créé de l'emploi, mais vous n'avez pas créé une organisation. La vraie transmission, c'est quand l'ensemble des décisions se prennent sans vous. Donc finalement, vous avez un choix de produire un monument ou une institution. Vous avez la voie dynastique, il faut trouver un héritier digne, formé, dans une famille où chacun a sa place. Ou bien vous avez la voie monastique, c'est-à-dire une règle qui va survivre aux hommes et une transcendance qui va donner du sens à la société. Donc, est-ce que vous voulez créer un monument à votre gloire ou est-ce que vous voulez une institution qui va vous survivre? C'est probablement la bonne question qu'on peut se poser dans ce cadre de la succession, dans cette différentes façons de créer une succession pour son entreprise. Merci Jean-Christophe. J'avais une question justement sur les rôles de l'entrepreneur. Donc les trois rôles que tu as énumérés, chaman, maître de justice et maître des chasseurs, par qui sont-ils joués du coup dans le cas d'une succession monastique, vers qui se tourne-t-on pour ces trois questions clés? C'est le libre choix de l'entrepreneur. Il a évidemment intérêt à séparer les rôles pour être sûr que, enfin, pour avoir plus de chances que sur chacun de ces rôles, on y trouve des collaborateurs qui sont euh, bons dans leur rôle. C'est toujours plus facile de trouver une personne bonne dans un rôle que de trouver une personne bonne dans trois rôles. Qui plus est, ça permet de mettre des formes d'équilibre entre les différentes parties du sujet.
d'éviter que en fait on ait une personne qui s'occupe de tout, mais qui tourne sur plutôt un de ses rôles par rapport aux autres. Bah là, ça permet d'avoir les trois rôles avec chacun de ses représentants qui vont être investis dans la défense de ce rôle. Donc moi, je suis plutôt favorable à l'idée que ce soit euh, trois personnes différentes qui ont chacun une mission sur chacun de ces sujets. Parce que je trouve on pourrait se dire finalement qu'il n'y a plus besoin de personne pour incarner ces trois rôles à partir du moment où la règle est suffisamment présente dans l'esprit de tous, qu'elle n'a plus besoin d'être incarnée. Mais ce que tu Il dis, va c'est que falloir l'adapter au quotidien et au contexte. Donc le business va pas se faire tout seul, on va devoir aller chercher les clients, on va devoir trouver des nouveaux produits, on va devoir... Ça, c'est le rôle du chef des chasseurs. Et puis, il va y avoir des conflits, il va y avoir des... Et il faut quelqu'un qui arbitre ces conflits en utilisant la règle, mais en l'interprétant et en justifiant son interprétation. Et puis, de la même façon, oui, on a notre rôle, on sait en quoi il est euh, cohérent avec l'objectif qui était initial. Maintenant, je pense que le sujet, c'est que euh, tu sais, la petite histoire habituelle avec le chaman, c'est l'histoire de la tribu primitive dans laquelle un arbre est tombé et a écrasé une petite fille de 3 ans que tout le clan adorait. Et ça paraît comme une profonde injustice, ça paraît comme une remise en cause du fait qu'on est protégé par les esprits et qu'on a bien fait notre travail de parler avec les esprits protecteurs. Et le chaman va s'enfermer dans sa grotte, il va taper sur son tambour pendant 3 jours, il va boire des choses un peu bizarres et fumer des choses encore plus bizarres. Et il va sortir exténué au bout de 3 jours et il va dire les esprits m'ont parlé. En fait, ils avaient besoin de la petite fille comme nouveau totem pour notre tribu, et donc on va faire une grande cérémonie ce soir pour accueillir le nouveau totem. Bon bah, il est venu apporter une nouvelle explication au pourquoi des choses en gardant la règle initiale. C'est... En fait, on a besoin de faire vivre sur les 15 prochains siècles, on a besoin de faire vivre cette, ce mode de fonctionnement, ce mode de travail. C'est, c'est, c'est un travail, enfin, toi, il y a un travail du quotidien pour les trois rôles, même si on a défini les règles très précisément dans la, dans la succession. La règle doit être simple, elle doit être, donc on va éviter d'essayer de prévoir tout ce qui peut se passer. On va devoir leur montrer la façon dont elle s'interprète pour que le chaman, le maître de justice et le chef des chasseurs puissent euh, entraîner tout le monde derrière en disant voilà comment j'interprète aujourd'hui la façon dont le contexte s'offre à nous et comment je vous propose de travailler face à ces différents sujets. Voilà ma, mon idée sur ce second mode de transmission. Je pense qu'il faut être conscient que c'est un mode bien plus fréquent que ce qu'on imagine. Toutes les grandes armées du monde fonctionnent comme ça. Tout ce qui est de l'ordre de la maçonnerie, ça existe depuis aussi longtemps parce qu'il y a ce mode de fonctionnement. C'est
probablement un mode aussi solide, si ce n'est plus, que le mode dynastique. Et finalement, on peut passer de l'un à l'autre à tout moment. Il y a des évêques enfin, pardon, des abbés qui deviennent très importants dans leur congrégation et qui finissent par la rénover. Il y a, à l'inverse, des sociétés qui étaient dynastiques et qui, à un moment donné, décident de se transformer en quelque chose de plus monastique. Est-ce que pour toi, l'exemple de Michelin est justement, nécessité faisant loi? On est passé d'un mode dynastique C'est une possibilité. à un mode monastique? Oui, c'est une Ouais. possibilité. Parce qu'il y a un très fort esprit maison et donc on peut imaginer qu'il y ait là-dedans une forme oui, de- une voie, en tout cas, dans l'évolution de la société. Ça montre aussi que, tu vois, l'écart entre les deux n'est pas si net. L'écart entre les deux n'est pas si net. Il y a vraiment deux mondes qui se parlent et qui évoluent en parallèle. Oui, j'ai l'impression que ce soit dans le monastique ou le dynastique, finalement, ce qui compte, c'est que l'idée centrale du fondateur lui soit supérieure. Quand tu Hmm. disais un monument à sa gloire, personne ne va se battre pour quelqu'un. En revanche, si on considère que l'idée qu'il portait, Hmm. c'est le cas de Saint Benoît, la Ouais, finalité des ordres bénédictins dépasse la propre gloire de Saint Benoît, parce qu'on sent bien oui, qu'il ne le faisait pas pour lui, mais pour autre chose. ouais, À partir du moment où quand on est chez Michelin, on sent qu'on ne travaille pas pour la gloire du fondateur de Michelin ou de la famille Michelin, mais pour l'idée au service de laquelle lui-même, le fondateur, était. À ce moment-là, on est, à mon avis, plus en mesure de la faire vivre. oui, c'est la notion de la transcendance. C'est la nation de la transcendance. Il faut travailler cette transcendance en permanence. C'est intéressant parce que cette transcendance, on la retrouve dans plein de concepts de management. On la retrouve dans la notion de la motivation proposée par Dan Pink avec Mastery, Autonomy et Purpose. Mais on le retrouve aussi des notions comme les notions de Robert Vincent Joule sur la théorie de l'engagement, qui dit que l'engagement est d'autant plus fort que c'était coûteux, ça a été public, et que c'est pour un high purpose, pour un but élevé, pour un but transcendant. Donc de toute façon, nous sommes en recherche de transcendance, donc il faut que les leaders nous offrent ça.